Les régions du cerveau qui sont impliquées dans l'anxiété, c'est les mêmes que celles qui sont impliquées dans le circuit de la récompense. Donc on peut littéralement être addict à sa propre anxiété. Je répète ça. C'est de l'addiction émotionnelle. On peut être addict à sa propre anxiété. Donc posez-vous la question. À quel point est-ce que je suis addict à ma propre anxiété? À quel point est-ce que je suis persuadée que c'est ma nature? À quel point est-ce que j'en ai fait un trait de personnalité? À quel point est-ce que c'est devenu moi, cette anxiété? Quand je parle de moi, est-ce que je dis en tant qu'anxieuse ou des choses comme ça? Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Pour cet épisode, et comme pour tous les épisodes d'ailleurs, particulièrement pour cet épisode, je vais vraiment vous demander de vous écouter. Faites-vous passer en premier. J'essaie de garder les épisodes le plus sûr, le plus safe possible. Mais la nature même du sujet fait que ça peut peut-être activer des choses en vous. Donc si vous avez besoin de faire une pause, mettez le podcast en pause. Voilà, si vous avez besoin, que vous ressentez le besoin de vous faire accompagner aussi, faites-vous accompagner, prenez vraiment soin de vous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'addiction émotionnelle. On nous apprend à ressentir et à accepter nos émotions. Mais qu'est-ce qui se passe quand nos émotions deviennent une dépendance ? C'est un vrai truc. Et moi, quand j'ai découvert le mécanisme qui est à l'œuvre là, ça a vraiment, vraiment changé ma vie. J'ai l'impression que je vous dis ça avec tous les concepts que je présente ici dans ce podcast, mais c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que je pense que tous ces concepts-là, réellement, on devrait les apprendre à l'école. Et malheureusement, c'est pas du tout ce qu'on apprend. Mais voilà, donc comment savoir qu'on est dans l'addiction émotionnelle ? À quoi ça ressemble ? Je vais donner ici quelques exemples, alors c'est pas exhaustif, mais voilà à quoi ça peut ressembler. Ça peut être par exemple râler en permanence. Alors on dit que les Français râlent, mais râler en permanence, en fait c'est aussi un moyen de revivre les situations même quand elles sont finies. Ça c'était moi avant. Vous savez le truc quand vous appelez quelqu'un juste pour en parler, genre juste pour râler. La dernière fois, mon mari, il avait fait un atelier pour une plateforme d'innovation ici ou je sais plus quoi, et puis voilà, c'était des employés, et ils en avaient apparemment pas grand-chose à faire de l'atelier, c'était payé par l'entreprise ou par l'institution. Et du coup, il a été sur Zoom pendant 4 heures avec aucune caméra allumée, vous voyez, c'est pas le truc hyper agréable. Et il m'a dit, tiens, je vais appeler une collègue qui fait aussi ce genre d'atelier pour râler. Et je lui ai dit, mais non, résiste cette envie-là en fait. À quoi ça sert ? Ça, c'est de l'addiction émotionnelle. Et pourquoi il fait ça ? Parce que dans sa famille, c'est comme ça en permanence. Donc c'est ça qui lui a été modelé. Donc ça, râler en permanence et revivre les situations même quand elles sont finies, c'est une forme d'addiction émotionnelle. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment rechercher l'information tout le temps. Les médias. Parce que les médias, c'est leur métier, de déclencher une réponse de stress dans l'organisme pour qu'on continue à chercher l'information qui peut-être va nous rassurer. Moi, j'ai fait ça en préparant Sciences Po, par exemple. Après mon bac, je me suis dit, ah super, je vais faire Sciences Po, puis Sciences Po, fallait être au courant de toutes les informations, alors c'était parfait pour moi. Vous allez comprendre pourquoi, parce que moi j'étais dans l'addiction émotionnelle à fond, donc je créais toutes les situations pour continuer à être là-dedans. Une autre forme, ça peut être de tout abandonner, par exemple, pour se jeter dans la prochaine urgence. J'en sais rien, moi, le voisin est mort, la sœur a eu un accident, il y a le feu, je sais pas où. Voilà. Dans la famille de mon mari, c'est comme ça. Nous, on habite assez loin d'eux, mais ils vont appeler pour dire qu'il y a un incendie, je sais pas où. Je suis là, mais on s'en fout, en fait. C'est juste pour créer cette agitation, parce qu'il y a que comme ça qu'ils se sentent, qu'ils ressentent, en fait. Donc, il faut être dans cette agitation permanente. Donc, tout abandonner pour aller dans la prochaine urgence. Rechercher inconsciemment, par exemple, des relations aussi qui vont déclencher l'insécurité ou qui vont venir réactiver une blessure d'abandon. Ça peut être un autre moyen. Et je pense pour moi, le meilleur indicateur de l'addiction émotionnelle, c'est si vous vous sentez un peu sans vie ou que vous vous ennuyez dans les moments de sérénité. Moi, c'était ça. Dans les moments de paix, en fait, quand juste, parfois dans la vie, juste rien ne se passe et on peut profiter du calme et c'est génial. Moi, je savais même plus qui j'étais, en fait. Donc, fallait que je m'agite. Fallait que je m'agite ou que j'agite autour de moi.
que je reproche quelque chose à mon copain pour me disputer avec lui, pour juste qu'il se passe quelque chose, vous voyez ? Juste créer l'agitation. Moi, j'ai été à fond dans l'addiction émotionnelle. À fond. De l'adolescence à jusqu'à... Quand j'ai commencé mon chemin de guérison, il y a à peu près 3 ans, je pense, je créais en permanence des situations pour être stressée. Quand je suis arrivée à 18 ans à Paris, pour faire mes études de droit, je me créais des journées, je ne rigole pas, de 7h à 22h30 ou 23h qui étaient non-stop. Je prenais tout ce que je pouvais trouver sous la main. Donc il y avait mes études déjà qui me demandaient énormément de travail et qui étaient source d'énormément de stress parce qu'il fallait réussir, on nous mettait énormément de pression. Je prenais des babysitting, j'avais quelques heures devant moi, hop, j'allais faire une expo, tout, et tout pour que ce soit hyper serré au niveau du planning, pour que je sois dans le stress. Même quand je faisais l'expo, par exemple, que j'allais au musée, il fallait que je sois dans le stress. Même quand j'allais boire un café, j'avais seulement 1h30, comme ça j'étais dans le stress. Toujours. Et ça, soyons clairs, c'est des mécanismes dont on n'a pas conscience, hein. À Paris, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas quand un matin à 7h du mat, j'étais tellement épuisée, déjà tellement stressée en avance, il y avait déjà tellement de cortisol dans mon corps, que je me suis mise à pleurer en fermant la porte à clé, je m'en souviens, avant même que la journée ait commencé. J'ai éclaté en sanglots. Oui, j'ai pleuré devant ma porte, mais je suis repartie de plus belle en fait, parce que je connaissais pas le meilleur chemin, je savais pas comment faire. Et moi, j'ai compris ce qui était à l'œuvre avec l'addiction émotionnelle seulement 10 ans plus tard. Donc pendant 10 ans, j'ai fonctionné comme ça. La dépendance émotionnelle, où est-ce qu'on l'absorbe ? Comment est-ce qu'elle commence ? Elle commence quand on est élevé dans des environnements qui justement vont provoquer une réaction du système nerveux. Des environnements où il y a du stress, où le chaos règne en fait, où il y a de l'abandon émotionnel peut-être, on n'est pas connecté à nos parents ou à nos figures parentales. Et tout ça, en fait, ça a tendance d'ailleurs à faire partie d'un tout, hein. Souvent on retrouve ces 3 éléments-là, le stress, le chaos, l'abandon émotionnel, on va les retrouver dans des familles ou dans des environnements en tout cas. Et ça va entraîner la libération de neurotransmetteurs qui créent ensuite des réponses hormonales dans le corps. Et donc, et notre cerveau, et notre esprit, et notre corps, du coup, finissent par absorber ces états émotionnels. C'est un peu comme si ça faisait même partie de nous, en fait. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'allais toujours voir mes parents en disant « je m'ennuie », dès qu'il y avait rien à faire. C'était ma phrase préférée, en fait, « je m'ennuie ». Et ce que j'ai compris à l'âge adulte, c'est que ces états émotionnels hyper activés, où il y avait de la peur, du stress, c'était devenu presque excitant, en fait, pour moi. C'est comme ça que je me sentais vivre, parce que je connaissais que ça. Parce que le stress, le chaos, l'abandon émotionnel, ça faisait partie de ce que je connaissais à la maison. Et du coup, je ne connaissais rien d'autre, en fait. Et c'est grâce à la réponse hormonale qui se produisait en moi, donc toutes les hormones du stress, hein, le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, que je me sentais moi-même, en fait. Mais quand tout allait bien, c'était la paix, là, c'était la panique. Il y a une notion qui est très importante qui s'appelle l'impulsion homéostatique. Et ça, c'est quoi ? L'impulsion homéostatique, c'est ce qui, par exemple, maintient la température du corps, si on parle au niveau physique, qui nous permet de respirer régulièrement, qui fait battre le cœur à un certain rythme. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, tous ces équilibres à l'intérieur de nous auxquels on n'a pas besoin de penser et qui font que le système fonctionne. Donc il va maintenir l'équilibre entre les centaines de substances chimiques qui sont dans nos cellules pour que la machine physique, elle fonctionne en harmonie, ou en tout cas la plupart du temps. Le truc, c'est que notre inconscient, il fait la même chose avec le mental. Et c'est ça qui nous fait penser et répéter des comportements familiers qu'on a absorbés dans le passé. En fait, c'est ça qui nous fait agir et penser d'une manière cohérente par rapport à notre passé, mais d'une façon répétitive aussi. Donc c'est pour ça qu'on se sent bloqué, vraiment impuissant à changer. Et si on y va avec nos pensées, honnêtement, on n'a aucune chance. C'est le conscient contre l'inconscient. Et ça marche pas. Notre cerveau conscient, notre esprit conscient, il processe 40 bits d'informations par minute. Notre esprit inconscient, donc notre inconscient, il en processe 40 millions. Donc c'est comme si vous aviez 2 disques durs et il y en a un qui est 1 million de fois plus puissant que l'autre. Donc on n'a aucune chance. C'est pour ça que je dis toujours que passer par le corps, c'est tellement plus rapide, plus facile et plus fluide. Ça veut pas dire que c'est confortable, mais en tout cas c'est plus rapide. Parce que tout ça, c'est des processus inconscients. Et ces émotions-là qu'on absorbe, elles sont réellement traumatiques en fait. Ça crée vraiment un traumatisme. Et quand on vit un trauma, la vie, elle est terne, tout est comme un peu engourdi en fait. Et il y a que quand on se retrouve dans cet environnement familier, donc de chaos, de stress, d'abandon,
que là, enfin, on est activé, qu'on peut à nouveau sentir quelque chose. Et ressentir quelque chose, même si c'est négatif, c'est mieux que de rien sentir du tout, en fait. Le fait, par exemple, d'aller chercher toujours des relations qui sont, par exemple, très conflictuelles, ou des relations où on va se sentir abandonné, en fait, c'est tout ce qu'on sait faire quand on est dans cette addiction émotionnelle. Les relations, ça s'apprend. Je vous renvoie à l'épisode sur les styles d'attachement. Les relations, ça s'apprend. Et si on a appris que de toute façon, je ne suis pas vue, je ne suis pas entendue, j'arrive pas à être connectée à l'autre émotionnellement, et ben on répète ce schéma. En permanence. C'est comme si on est accroché au passé et du coup, c'est ça qui devient l'avenir. Et c'est ça aussi surtout qui nourrit notre anxiété, sans relâche. Donc là, c'est vraiment le moment où je répète, et c'est super important, s'il y a une chose à retenir de cet épisode sur l'addiction émotionnelle, c'est que vraiment, il n'y a pas de quoi avoir honte. L'addiction émotionnelle, la dépendance émotionnelle, c'est quelque chose qui est incompris, dont on parle vraiment pas beaucoup. Moi, je sais pas, j'ai été voir 2 ans un psy, m'a jamais parlé d'addiction émotionnelle, et je suis là, waouh, alors que c'est ça qui m'a permis clairement de me libérer, de comprendre plein de mécanismes en moi, et je suis là, comment ça se fait que personne n'en parle? Genre, what's wrong? Donc c'est une dépendance qui est vraiment incomprise et qui demande du travail pour s'en libérer. Réellement. Mais il n'y a pas besoin de rajouter des couches de honte et de culpabilité là-dessus. Non, on ne le fait pas exprès. C'est pour ça que vous remarquez que je n'utilise jamais le mot apprendre, parce que pour moi, apprendre, c'est un processus conscient. J'utilise toujours le mot absorber. Un peu comme une éponge, si on lui met de l'eau dessus, bah, elle l'absorbe en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Quand on est enfant, on absorbe beaucoup plus qu'on apprend. Pour moi, en tout cas. Donc, jusqu'à ce qu'on devienne conscient, et tout le travail, c'est d'amener de la conscience là-dessus, jusqu'à ce qu'on prenne conscience que déjà, je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mes schémas, je ne suis pas mes mécanismes d'adaptation, ce n'est pas ma personnalité, c'est des mécanismes d'adaptation. On confond toujours ça. Notre personnalité et nos mécanismes d'adaptation. Quand on dit « Oh, c'est ma personnalité, je suis comme ça », non, c'est un mécanisme d'adaptation dont on a eu besoin pour survivre, mais qui aujourd'hui n'est plus forcément pertinent. En coaching, je le vois très souvent, ça. Je remarque chez beaucoup de personnes que j'accompagne qu'elles ressentent des émotions de manière répétitive. Donc dans l'anxiété, il y a la peur qui revient souvent, mais il y a aussi la colère à laquelle on pense pas forcément quand on pense à de l'anxiété, alors que moi je pense que la colère retenue, ça génère énormément d'anxiété. Et puis il y a ces émotions qui reviennent toujours. Toujours cette colère. Et puis elles vont me dire « Oh, encore la même chose ». Un peu comme si on espérait découvrir autre chose. Bah oui, toujours la même chose. Vous trouvez pas ça bizarre? Toujours la même chose. Comme si on crée inconsciemment des situations dans lesquelles on ressent. C'est ce que je décrivais tout à l'heure. Parce que je préfère ressentir quelque chose, même si c'est négatif, que pas du tout. Même si, verbalement, avec notre bouche, on dit qu'on veut changer, c'est comme si notre corps, il était bloqué. On est bloqué dans ce corps traumatique, en fait, et dans ces états émotionnels, parce qu'on connaît que cela. Donc, comprendre ça pour se libérer de l'anxiété, pour moi, c'est essentiel. C'est une grande partie de mon travail en coaching. Parce que les émotions, qu'on le veuille ou non, c'est des messagers. Exactement comme quand on est malade physiquement. Les symptômes, c'est des messagers. Donc soit je supprime l'émotion, je la pousse bien loin, et puis elle va essayer de se faire entendre coûte que coûte, comme le symptôme, soit je le supprime avec un petit cachet, et puis il va revenir de plus belle, soit je me dis, ok, j'essaie de comprendre, qu'est-ce qui est à l'œuvre là? Elles viennent d'où les émotions? Si on prend par exemple les émotions et les pensées, ça c'est souvent ce dont on parle. Pour moi, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est d'abord l'émotion, est-ce que c'est d'abord la pensée? C'est un peu ce cercle qui se nourrit de lui-même. Donc si on dit que par exemple, prenons le cas où les émotions commencent par une pensée. Dans une journée, on a juste trop de pensées pour pouvoir les compter en fait. Mais on a, je crois que c'est entre 80 et 90% des mêmes pensées d'un jour sur l'autre. Je trouve que ce chiffre, il est absolument effrayant. Donc les pensées, elles sont habituelles. On a toujours le même type de pensée quasiment. On les a jour après jour, les mêmes. Et comme on ne crée pas de séparation, très souvent, on ne crée pas de séparation entre nous et nos pensées, j'ai l'impression d'être un peu de bouddhiste quand je parle comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est de créer la séparation, d'observer ses pensées, mais on ne le fait pas ça au quotidien, donc on leur attribue un sens. Du coup, mes pensées sont vraies, c'est sûr et certain, il n'y a pas d'autre option. Ce sens-là qu'on a attribué aux pensées, et ben ça génère une émotion. Et quand on ressent cette émotion, il y a un changement cellulaire dans notre corps. Au niveau des cellules de notre corps, ça change quand on ressent une émotion. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille vraiment le livre Molecules of Emotions, je ne sais pas s'il est traduit en français, de Candace Pert,
qui a été une des premières scientifiques dans les années 70, d'ailleurs, une des premières scientifiques femmes. Et dans le livre, elle explique un peu ce que c'est d'être une, voilà, d'être une femme dans un labo et tout, dans ce milieu scientifique qui est très masculin, et de travailler sur les émotions. Et elle a travaillé sur les émotions en montrant que, au niveau moléculaire, la nature même des molécules change sous l'effet de différentes émotions. Et elle a un peu du coup jeté les bases pour toutes les médecines alternatives et tout le travail sur les émotions. Donc c'est vraiment un travail séminal qu'elle a fait et absolument extraordinaire. Donc Molecules of Emotions de Candace Pert. Donc quand on a ces émotions, ça change au niveau cellulaire, ça change au niveau même moléculaire. Il y a des neurotransmetteurs qui sont libérés, ok, la physiologie du corps elle se modifie. Et à mesure que la physiologie du corps se modifie, les voies neuronales du cerveau, elles se déclenchent et elles se connectent, ok? Donc plus j'ai toujours la même émotion, plus cette voie neuronale-là, elle est renforcée. Le fait de ressentir les mêmes émotions et de réagir toujours de la même façon, de penser toujours les mêmes pensées, ça renforce les voies neuronales et ça fait qu'on va constamment rechercher, inconsciemment, la même émotion. Et c'est pour ça qu'on parle de dépendance émotionnelle, parce qu'en fait, le corps devient dépendant de nos propres réponses chimiques. On vient tout faire pour venir matcher notre chimie interne, pour que ça corresponde. Et ce cycle-là, ça modifie ce qu'on appelle le circuit de récompense du cerveau. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok, les voies neuronales, elles sont renforcées, et c'est le circuit de récompense du cerveau qui est modifié, qui est altéré. Et ça, c'est dingue, le circuit de la récompense, c'est cette libération de dopamine, la libération de neurotransmetteurs, dont la dopamine. Le circuit de la récompense, c'est ce qui est activé, par exemple, quand on prend un biscuit, si on est un peu addict au sucre, ok, c'est ce qui est activé quand il y a quelque chose qui nous fait plaisir. Donc ça peut être de l'alcool, une drogue, le sucre, ça peut être le sport pour certains, ok. Ça, c'est le circuit de la récompense. Donc c'est le même circuit pour les émotions. Et le pire, j'ai envie de dire, mais ce qui est fort dans tout ça, c'est que même si l'émotion, elle nous rend malheureux, ok, si c'est de la peur qui du coup génère énormément d'anxiété en permanence, de la colère que peut-être on se laisse pas exprimer, j'en sais rien, de la jalousie, des choses qui vraiment nous mangent, même si l'émotion, elle nous rend malheureux, la libération de neurotransmetteurs, c'est la récompense. Et vu que le circuit de la récompense, il est modifié, on continue là-dedans. Vous allez peut-être me dire, c'est bizarre de parler d'addiction émotionnelle. Quand on parle de dépendance, généralement, on parle de dépendance à une substance ou un comportement qui nous procure du plaisir. Donc ça peut être le sport, ça peut être le sexe aussi, enfin voilà. Et il y a soulagement aussi après. Comme l'addiction à la nourriture, par exemple, ou l'alimentation émotionnelle. J'ai fait un super épisode avec Julie Rojon sur l'alimentation émotionnelle auquel je vous renvoie. Mais dans l'alimentation émotionnelle, il y a un soulagement après, comme une sorte d'anesthésie. Et ce phénomène de l'addiction, il existe aussi avec nos émotions. Il y a une étude incroyable qui a été faite dans les années 50, et ça a été une des premières études à mettre le doigt sur justement ce que plus tard on allait appeler le circuit de la récompense. Restez avec moi. C'est une expérience qui est devenue assez célèbre, et les résultats ont été publiés en 1954, donc ça commence à dater un peu. C'est deux Américains, Holtz et Milner, et ils ont fait des expériences sur des rats. Alors, je vais vous parler de deux études dans cet épisode. Il y en a une qui a été faite sur les rats et d'autres sur les singes. Je suis vraiment contre l'utilisation des animaux de laboratoire, ok, qu'on soit clair là-dessus. À chaque fois, ça me retourne l'estomac quand je vous dis une étude sur des souris, une étude sur des rats, c'est absolument horrible et voilà, mais c'est ce que j'ai, ok, à disposition. Donc j'ai pas d'autre choix que de vous raconter ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis des électrodes sur des rats, ok, dans certaines régions de leur cerveau. Et puis ils ont appris aux rats à appuyer sans discontinuer sur une pédale, et cette pédale, elle délivrait un courant électrique sur les électrodes, ok, qui étaient posées sur les rats. Et ils ont constaté que une fois que les rats, ils avaient appris ça, appuyer sur la pédale, et ils arrêtaient pas d'appuyer sur la pédale jusqu'à en mourir. La seule façon de les faire arrêter, c'était de couper le circuit électrique, en fait. L'électricité dans cette étude-là, l'intensité du courant électrique, elle était très faible. Donc c'était pas du tout la stimulation électrique qui causait la mort des rats, mais c'était le fait qu'ils arrêtaient de boire et de manger. Ils arrêtaient de s'alimenter. Et du coup, les chercheurs, ils ont déduit quoi? Ils ont déduit que la stimulation de certaines aires du cerveau, elles entraînent une satisfaction tellement intense qu'elles faisaient perdre toute sensation de faim et de soif. Si vous avez déjà été amoureux ou amoureuse, par exemple, moi ça m'a fait penser à ça, la lecture de cette étude, vous avez peut-être déjà vécu cette passion si intense que voilà, dans les premiers jours ou les premières semaines, vous pouvez passer des heures entières au lit ou ailleurs, j'en sais rien, avec la personne, et qu'on oublie même de manger. Et souvent, quand on est amoureux, au début, on n'a pas faim d'ailleurs. Peut-être que vous avez remarqué ça. Maintenant, vous avez compris pourquoi. Là, vous allez comprendre que tout est lié. Restez avec moi. Dans le circuit de la récompense,
il y a plusieurs aires cérébrales, ok. Je vais pas toutes vous les dire, mais entre autres, on y retrouve l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal. Et ces 3 parties-là, on les connaît très bien dans l'anxiété, on en parle beaucoup. L'amygdale, c'est le lanceur d'alerte. C'est aussi considéré comme le centre des émotions, elle est dans le cerveau limbique, l'amygdale. Le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui permet de raisonner, qui nous permet d'être motivé, qui nous permet d'être attentif. Et c'est aussi la partie du cerveau qui est complètement désactivée par les hormones du stress, donc qui est pas du tout accessible quand on est en proie à une anxiété intense. Et l'hippocampe, ce serait le régulateur de la mémoire, donc c'est un peu la bibliothèque dans laquelle notre système nerveux va piocher pour comparer tout ce qui nous arrive à des situations passées. Et puis après, le système nerveux, on sait, il classe les événements, les situations, les personnes dans la catégorie danger ou dans la catégorie sécurité en fonction de cette comparaison avec les situations passées. Donc on voit que c'est super intéressant. Moi, quand j'ai lu cette étude, je me suis dit « Waouh !» Les régions du cerveau qui sont impliquées dans l'anxiété, c'est les mêmes que celles qui sont impliquées dans le circuit de la récompense. Donc on peut littéralement être addict à sa propre anxiété. Je répète ça. C'est de l'addiction émotionnelle. On peut être addict à sa propre anxiété. Donc posez-vous la question. Mettez le podcast en pause si vous avez besoin. Si c'est une grosse réalisation pour vous, si vous conduisez, s'il vous plaît, attention. À quel point est-ce que je suis addict à ma propre anxiété? À quel point est-ce que je suis persuadée que c'est ma nature? À quel point est-ce que j'en ai fait un trait de personnalité? À quel point est-ce que c'est devenu moi, cette anxiété? Quand je parle de moi, est-ce que je dis en tant qu'anxieuse ou des choses comme ça? Et c'est ça la grande différence, c'est que la plupart des personnes qui luttent contre une quelconque dépendance, et c'est hyper difficile, elles en sont conscientes, au moins à un certain niveau. Ok, j'ai un problème avec ça. Mais l'addiction émotionnelle, c'est différent parce que ce qu'on vit avec nos émotions, on les vit de façon si proche, en fait. C'est nous que c'est dur d'amener ça dans le champ de conscience, en fait. Donc, vraiment, pour briser cette addiction émotionnelle, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de ses propres schémas, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, c'est de prendre conscience de là où les émotions qui reviennent le plus souvent. Donc si ça fait tilt un peu pour vous ça, et que ça résonne pendant que je vous parle, et que vous vous rendez compte que, ah oui, peut-être qu'il y a une addiction émotionnelle. Identifiez cette émotion. Peut-être que ce sera facile pour vous. C'est quoi l'émotion qui revient le plus? Ou peut-être que c'est une grappe d'émotions. C'est une des premières étapes du travail. Si vous n'arrivez pas à identifier l'émotion, que vous ressentez comme ça un peu en cycle, continuez à amener ça dans votre champ de conscience pour dire, ok, c'est quelle émotion qui revient le plus souvent? Nicole Lepera, de The Holistic Psychologist sur Instagram, elle propose quelques étapes faciles pour commencer à identifier justement là où les émotions, et je les trouve assez justes, donc je vais vous les partager, il y en a 3. La première, c'est de poser l'intention d'observer ses émotions. Ça semble facile, mais en fait, c'est super difficile, je pense, parce qu'on observe hyper rarement nos émotions avant d'y répondre. Une fois qu'on les ressent, on est déjà dans la réponse émotionnelle, en fait. Et c'est ça qui nous fait penser aussi que ça fait partie de nous. Oh, je suis colérique, par exemple. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment cette idée de prendre de la distance. Et elle propose quelque chose que j'aime bien, c'est de mettre des rappels. Moi, je les appelle des alarmes de conscience, du coup. Je conseille ça aussi à mes coachés qui ont du mal à boire, par exemple, à boire assez d'eau. Je leur dis, faites des alarmes de conscience dans la journée. Vous allez avoir double fonction pour l'alarme. À chaque fois que ça sonne, toutes les 90 minutes, vous buvez un grand verre d'eau. Et puis, vous faites un petit check-in à l'intérieur de vous. Ok, qu'est-ce que je ressens là comme émotion en ce moment? Qu'est-ce que j'ai ressenti dans l'heure et demie qui a précédé? Et puis, écrivez ça. Ça va vous aider, ça, à chaque fois. On appelle ça des ruptures, en fait, de schéma. Ça va vous aider à chaque fois, vous allez être dans vos pensées ou être dans votre émotion. L'alarme, elle va sonner, ça va interrompre. Mais ça, c'est très bien. Ça va faire cette rupture et ça va permettre d'amener à la conscience ce qui était en train peut-être de défiler un peu en boucle ou de façon inconsciente en vous. Observez ce que vous ressentez aussi dans des situations quotidiennes. J'en sais rien, en parlant au travail avec des collègues ou des conversations entre amis ou quand vous scrollez sur Instagram, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Notez tout ça. Consignez tout ça dans un journal, dans un carnet. Ça peut vraiment donner des indices sur l'émotion ou les émotions qui reviennent le plus souvent. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est demander l'avis d'une personne en qui vous avez confiance. Ça peut être cool. Le fait d'être vulnérable, justement, ça permet de gagner en perspicacité. Et souvent, les autres, ils ont un recul que nous, on n'a pas forcément. Donc, si vous avez dans votre vie une personne en qui vous avez confiance, que vous pouvez, auprès de qui vous pouvez vous déposer, et qui est prête aussi à être
ouverte et honnête et transparente avec vous, parce que c'est pas facile non plus pour la personne en face. Demandez-lui si elle peut vous donner son avis. Dites-lui, ok, est-ce que tu trouves que, j'en sais rien, je me mets souvent en colère, ou si vous soupçonnez la colère par exemple, voilà, ou est-ce que je suis jalouse, j'en sais rien, ou est-ce que tu trouves que j'ai peur de beaucoup de choses. Dites-lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient souvent que t'as observé en moi. Souvent les autres, c'est plus facile pour eux de nous tenir le miroir en fait, ils peuvent voir ce que nous on peut pas forcément voir en nous-mêmes. Et puis une troisième chose, c'est de s'engager à faire une méditation de 5 minutes par jour. 5 minutes, ok ? Vous savez que moi je dis quand on est vraiment en proie à de l'anxiété très intense, je ne conseille pas la méditation. Par contre là vous pouvez le prendre vraiment comme une observation et c'est 5 minutes, ok ? Vous mettez le chrono. Pendant 30 jours, vous faites ok, 5 minutes de méditation, quoi qu'il arrive je le fais, et juste vous observez ce qui monte en fait. Quelles pensées, quelles émotions, et surtout vous notez parce que vous allez commencer à avoir des schémas et des motifs qui reviennent. Et ça va vous donner vraiment, vraiment des indices hyper précieux sur les boucles, comme ça, de vos pensées qui déclenchent l'émotion en question ou ces émotions en question. Donc, c'est des choses simples, mais c'est des choses qui demandent de la constance. Et c'est des choses qui demandent de l'engagement envers soi-même, qui demandent vraiment du travail, en fait. Mais en même temps, l'addiction émotionnelle, ça met du temps à se développer. Parfois, ça met des décennies à se développer avec tout ce qu'on a absorbé dans notre enfance et puis après dans les événements plus ou moins traumatiques de notre vie. Donc, ça nous oblige vraiment à avoir énormément d'auto-réflexion, d'auto-observation. Et une fois qu'on a identifié ces émotions, on est prêt aussi à aller de l'avant. Donc c'est une très belle chose. Ça demande du temps, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru vraiment. Et ce que je vais vous inviter vraiment ici à faire, c'est à inviter la compassion. Peut-être que quand vous allez découvrir cette émotion, vous allez vous rendre compte de comportements que vous avez pu avoir et dont vous n'étiez pas forcément conscient ou consciente, vous allez ressentir de la honte ou peut-être de la culpabilité envers d'autres personnes. Pratiquez cette compassion. Et comprenez que déjà le comportement il peut se changer et que encore une fois c'est quelque chose que vous avez absorbé, il n'y a pas d'histoire de remettre la faute ni sur quelqu'un d'autre ni surtout pas sur nous-mêmes. Allez de l'avant, ayez de la gratitude pour cette prise de conscience et continuez le chemin. Comment est-ce que vous pouvez continuer le chemin ? Concentrez-vous sur la nutrition. Peut-être que vous attendiez pas à ça, mais vraiment, le cerveau, c'est un organe qui est hyper exigeant en termes d'énergie. Il crée constamment de nouvelles voies neuronales, il renforce celles qui existent déjà, il régénère des cellules, il connecte des neurones un nombre incalculable de fois par jour. Vous imaginez l'énergie que ça prend, tout ça ? On pense jamais au cerveau comme un organe, mais c'est un organe. Le cerveau, il est principalement constitué de gras, ok, on le sait. Il est en communication constante avec l'intestin via l'axe intestin-cerveau. Donc on sait que ce qu'on mange, ça a énormément d'impact. Les neurotransmetteurs comme la sérotonine, par exemple, on sait maintenant qu'elles sont principalement fabriquées dans l'intestin et pas dans le cerveau. Donc, une des meilleures thérapies et celle par laquelle il faut commencer, c'est la nourriture. N'allez pas avoir un psy si vous allez chez McDo tous les jours, ça ne sert à rien. Je le redis. Donc, c'est quand vous travaillez comme ça à créer des nouvelles habitudes, à sortir de votre pilote automatique, c'est super important de donner au cerveau une alimentation qui est appropriée pour soutenir le process. Le cerveau, il a besoin d'énergie. Ça veut dire que vous éliminez tous les aliments transformés, le sucre, le gluten, vous les remplacez vraiment par des aliments qui sont denses nutritionnellement. Les légumes, toutes les bonnes céréales, les œufs, les produits laitiers ou les alternatives, ok ? Du bon lait de coco bien gras, c'est super important et on n'en parle pas assez quand il s'agit de santé mentale. À chaque fois qu'on parle de santé mentale, on pense que tout est dans la tête. Bah oui, il y a le cerveau dans la tête, qui est un organe. Ok, donc c'est super important. Une combinaison que vous pouvez utiliser, alors utilisez les huiles essentielles. Dans la régulation émotionnelle, elles sont super puissantes. Ça c'est pareil. Peut-être que vous les connaissez juste pour, voilà, j'ai un petit rhume, j'attrape un peu de Ravinsara et d'eucalyptus. Ou j'en sais rien, j'ai un bouton, je mets du tea tree, ça va bien plus loin que ça. Quand je parle d'huile essentielle, je parle bien sûr d'huile essentielle de grade thérapeutique, d'une grande qualité. Pour utiliser en émotionnel, en thérapeutique et émotionnel, c'est super important qu'elle soit de grande qualité. Peut-être que vous avez entendu mon chien derrière, je suis désolée si c'est le cas. Donc vous pouvez combiner les affirmations aux huiles essentielles. Alors, moi honnêtement, les affirmations, de se répéter des mantras, des affirmations et tout, juste comme ça, je vais vous dire un truc, j'y crois pas. Pour la simple et bonne raison que le corps n'est pas engagé dans le processus. Et je l'ai dit tout à l'heure, entre le conscient et l'inconscient, c'est comme si vous aviez un disque dur qui était 1 million de fois plus puissant
que le disque dur conscient, ok? Donc pour moi, juste des affirmations, peut-être que vous avez déjà essayé, vous vous dites mais ça marche pas, ou ça marche au bout de genre 2 ans et demi que je me répète la même chose absolument tous les jours, pour moi ça marche pas. Par contre, les coupler avec des huiles essentielles, là, tout de suite ça implique le corps. Pour moi c'est beaucoup plus efficace de créer ce qu'on appelle un ancrage olfactif. Je le répète, attention à la qualité de vos huiles, qui est super importante. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu que je travaille, moi, exclusivement avec les huiles essentielles d'Otera, qui sont de grade thérapeutique. Pour moi, c'est véritablement les meilleures huiles essentielles du marché. Si vous êtes intéressé, je vais mettre un lien dans les show notes de l'épisode pour que vous puissiez en apprendre un peu plus. Et voilà, vous renseignez. Comme pour tout, renseignez-vous, voyez si ça résonne. Et faites vos choix en conscience. Voilà, vous pouvez aussi me contacter pour ces huiles essentielles avec grand plaisir. Je referme la parenthèse. Pourquoi c'est si puissant, du coup? Les odeurs qui nous ont apaisés dans l'enfance, par exemple, elles continuent à atténuer le stress, l'anxiété pendant notre vie d'adulte. Vous savez, c'est la célèbre Madeleine de Proust, en fait. Les odeurs comme ça qui nous catapultent dans des souvenirs qui sont hyper agréables ou dans un bien-être qu'on avait en fait dans notre bibliothèque interne, et l'huile essentielle a le pouvoir de nous ramener tout de suite à cet endroit-là. Et au contraire des odeurs qui voilà ont déclenché peut-être des émotions comme j'en sais rien, la colère, la tristesse, l'agacement, etc. Ça peut continuer à provoquer des émotions négatives encore pendant des années après. L'odorat, il est profondément lié à la mémoire. Il y a une étude de 2021 de l'Université de Chicago qui a montré que le pouvoir de l'odeur dans le déclenchement des souvenirs, ça vient de la connexion entre le système olfactif et l'hippocampe. J'en ai parlé tout à l'heure de l'hippocampe. L'hippocampe fait partie du système limbique, comme l'amygdale, ok, ce cerveau émotionnel. Et donc l'hippocampe, il est impliqué dans voilà la mémoire, le plaisir, la douleur, la motivation. On a vu qu'il faisait partie du circuit de la récompense aussi, et il joue un rôle essentiel dans notre capacité à former de nouveaux souvenirs. Donc c'est un peu comme un centre de stockage en fait. Et on peut créer facilement de nouveaux souvenirs grâce à la technique de l'ancrage olfactif. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien proposer à mes clients. Donc l'ancrage olfactif, c'est vraiment de se laisser ressentir une émotion que vous pouvez peut-être relier à une situation si c'est plus facile pour vous. Et puis après, de venir respirer l'huile et puis de poser l'intention que à chaque fois que je respire l'huile, maintenant, ça me connecte à cette émotion-là. Alors, moi, je trouve ça plus puissant, l'ancrage olfactif, quand il y a quelqu'un qui vraiment nous guide en fait, dans une visualisation, nous invite à vraiment aller ressentir les choses. Donc peut-être que, voilà, moi c'est ce que je fais en coaching, peut-être que vous pouvez demander à quelqu'un, j'en sais rien, de vous guider dans une visualisation pour pouvoir vraiment se laisser ressentir, pour pas avoir à inventer un peu la visualisation et vraiment être dans l'émotion, parce que au plus fort vous ressentez l'émotion, plus l'ancrage olfactif il va être puissant et efficace. Donc disons que l'émotion qui est très présente chez vous, c'est la colère. Je vais rester avec celle-là puisque j'en ai parlé depuis le début. On va dire que la sérénité, le calme, ce sera vraiment ce que vous voulez utiliser pour briser le cycle. Donc une affirmation, ça peut être, j'en sais rien, je suis le calme, je choisis le calme, je ressens le calme, je contrôle mes émotions, mon émotion de base est le calme, etc. Donc vraiment l'idée c'est de ressentir ça, ressentir, imaginer la sensation, peut-être la visualiser, l'associer à une couleur, à une matière, c'est vraiment important. Si vous pouvez le penser mais pas le ressentir, ça va pas marcher aussi bien. C'est vraiment le penser et le ressentir, comme si c'était déjà vrai en fait. Et vous y associez l'huile essentielle et l'ancrage olfactif il est créé. Alors, attendez-vous à de l'inconfort et à de la résistance dans ce travail. Vraiment, vraiment. Me voilà avec mon étude sur les singes que je vous avais promise. Donc à la fin des années 90, il y a eu des nouvelles données justement sur ce système de la récompense. C'est une étude suisse. Et qu'est-ce qu'il a fait, le chercheur? Il a enregistré l'activité des neurones qui contrôlent le circuit de la récompense chez des singes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un premier temps, ils ont donné aux singes une goutte de jus de pomme dans la bouche. Les singes, ils adorent le jus de pomme, ils adorent le sucre, ok? Donc les neurones à dopamine, ils étaient activés. Après, ce qu'il a fait, le chercheur, c'est que avant que la goutte de jus de pomme soit donnée aux singes, il y avait une lumière rouge qui s'allumait. Une seconde avant, ils allumaient une lumière rouge et ensuite ils donnaient la goutte de jus de pomme. Et ils ont observé que petit à petit, les neurones à dopamine, ils s'activaient plus au moment où ils donnaient la goutte de jus de pomme, mais au moment où la lumière s'allumait. Parce que le singe, il a associé, ok, la lumière s'allume, donc le jus de pomme, il va arriver. Donc déjà, les neurones, le circuit de la récompense, il était activé déjà à ce moment-là. Avant. Donc le singe, il apprenait en fait à repérer déjà le signe annonciateur de la récompense. Donc ok, ça c'est déjà intéressant. Le fait qu'on anticipe finalement la récompense. Ça, on le savait déjà. La troisième partie
de l'expérience, c'est ça qui nous intéresse tout particulièrement. Maintenant, ils ont fait un exemple où chez un singe qui avait appris ce lien-là entre la lumière rouge et le jus de pomme, maintenant ils allument la lumière rouge sans que la goutte de jus de pomme soit délivrée. Donc il y a absence de récompense. Et donc on voit que l'activité des neurones diminue super rapidement jusqu'à s'arrêter. Et donc ça, c'est ressenti par le singe comme, voilà, un mal-être en fait. Okay, devait y avoir ça et puis il n'y a pas. Et puis chez l'humain, ça peut être assimilé justement à une frustration, une douleur, une perte. Pourquoi je vous raconte ça? Cette frustration, cette douleur, cette perte. Vous allez sûrement traverser comme un mini processus de deuil quand vous faites ce travail-là, de l'addiction émotionnelle. C'est pour ça que je vous raconte ça. Parce que vous êtes en train de vous séparer de votre ancien moi, en fait, ou au moins d'une partie de vous. Un peu comme le serpent qui mue. Il laisse une partie de sa peau qui meurt pour pouvoir grandir. C'est le même phénomène. Et il est inconfortable, voire triste, voire hyper pesant. Et ça, c'est le piège. Parfois, ça peut même s'apparenter à une mini-déprime un peu. Et ça, c'est le piège parce que puisque c'est si inconfortable, on a tendance à se dire « Oh là là, ça veut dire que c'est pas bon pour moi, ça. » Et puis on laisse tomber. Non. Ça fait partie du travail. J'aimerais pouvoir employer un autre mot que le mot travail, mais honnêtement, je pense qu'il faut pas se mentir là-dessus. C'est un vrai engagement envers soi-même et ça demande du travail. Si vous avez besoin de pleurer des journées entières au lit parce que vous êtes en train de changer, laissez faire. Ça veut pas dire que c'est pas bon pour vous, au contraire. Ça veut dire que vous êtes en train de faire ce processus de deuil, que vous êtes en train de changer et que des jours meilleurs sont à venir. Et pourquoi je le sais? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sait maintenant que le cerveau, il est neuroplastique. Cette fameuse neuroplasticité du cerveau, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il peut créer de nouvelles voies neuronales basées sur un comportement qui cette fois est conscient. Vous allez changer vos façons d'agir et vos façons de faire, et du coup le cerveau va créer des nouvelles voies neuronales. C'est absolument fantastique, ça, c'est magnifique. C'est hyper fascinant, c'est porteur d'énormément d'espoir, et en même temps, encore une fois, il faut être réaliste, ça demande du travail. Ok? Pourquoi ça demande du travail? Parce que votre cerveau, il va résister de toutes ses forces. Le cerveau, il aime la familiarité, il aime le connu, et il va protester. Quand vous allez tenter de modifier la connectivité neuronale, il va dire « Ouh, c'est quoi ça ?» C'est pour ça que c'est hyper important de vraiment prendre, déjà y aller petit à petit, et puis bloquer du temps pour ça. Des petits blocs de temps. Par exemple, c'est 5 minutes de méditation par jour, déjà d'observation, dont je parlais tout à l'heure. Parce que si vous en faites trop à la fois, il va se fatiguer en fait, le cerveau. C'est un organe, hein. Ok? Donc déjà, il faut que vous le nourrissiez correctement, et petit à petit, petit à petit. C'est vraiment comme une reprogrammation inconsciente en fait. Et ça fonctionne que si le cerveau il est bien nourri, qu'il est dans un état de repos, qu'il est assez détendu pour le faire. Si vous vous sentez trop, si vous sentez juste que c'est trop, que vous vous sentez accablé, faites une pause là-dedans. C'est avec le temps, c'est lent. Le cerveau, il faut vraiment qu'il acquiert une tolérance nouvelle en fait à ces activités-là, à vos nouveaux comportements. Donc il faut pas non plus le surcharger de stimuli par exemple. Coupez les infos, coupez les médias. Éliminez ce qui n'est pas au service de ce travail-là pour votre cerveau. Déchargez-le. Et vous allez voir que se libérer des chaînes de l'addiction émotionnelle, ça crée pas seulement un bien-être mental, psychologique, ça crée pas seulement le bonheur, ça crée aussi la santé physique, concrète. Pourquoi? Parce que ça permet au corps de se reposer de tous ces cocktails chimiques là à l'intérieur de nous. Et vous permettez vraiment à des processus physiologiques de guérison qui sont naturels, cette fameuse homéostasie, vous permettez à tout ça de se mettre en place, de se remettre en place. Donc vous allez vraiment commencer à ressentir des bienfaits, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Au fur et à mesure que votre corps, comme ça, il pourra retrouver son équilibre. Et pour ça, j'insiste sur l'importance du repos. Quand j'insiste sur l'importance du repos, j'ai toujours un peu l'impression que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Si vous demandiez à mon mari, il vous dirait « Oui, Camille, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. » Il me dit toujours « Mais repose-toi » parce que moi, honnêtement, je suis pas la queen du repos, mais j'ai fait énormément de progrès, des progrès juste immenses avec le repos. Je vais vous en partager un petit bout. Si vous êtes anxieux, anxieuse, vous savez que ça draine. On est généralement beaucoup plus fatigué quand on est anxieux, et même si... Alors, retenir ses émotions, ne pas les exprimer, ça draine. Des émotions intenses, ça draine aussi. Mais il n'en reste pas moins que d'être en pilote automatique, ça demande beaucoup moins d'énergie au corps que de faire ces changements, comme je viens de l'exprimer. Et
là, je veux vraiment être au clair sur le fait que quand je parle d'énergie disponible, je parle pas de trucs vaudou, je parle même pas d'énergie dans les méridiens ou je sais pas quoi, je parle de vraiment l'énergie, celle que tu sens quitter ton corps quand t'es fatigué, quoi. Si tu t'engages sur ce chemin de guérison, de transformation de soi pour se libérer de l'anxiété, ça va demander beaucoup d'énergie. Donc il faut prévoir du repos dans son emploi du temps. L'idéal, c'est presque honnêtement de bloquer des heures dans l'agenda pour juste se reposer en fait. Si c'est possible, toutes les fois que c'est possible. Si c'est pas des heures, ça peut être des micro-moments de 15-20 minutes pour des power siestes. Ok, vraiment des power naps, c'est hyper important. Moi j'en étais loin de ça. Loin, loin, loin. Parfois j'en suis encore loin aujourd'hui, je vais être tout à fait honnête. La différence c'est qu'aujourd'hui, déjà, la majeure partie de mon activité, elle me donne de l'énergie, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, j'ai encore moins l'impression de devoir me reposer. Bon, ça, c'est un peu le piège parfois. Mais je vais quand même vous partager comment j'en suis arrivée à être capable de me reposer sans culpabiliser et sans être envahie par une agitation intérieure constante. Moi, j'ai plusieurs de mes clientes qui me disent « Je suis épuisée, j'aimerais me reposer, mais je ne peux pas, je n'arrive pas à me poser parce que c'est cette énergie du fight or flight, là. » Encore une fois, hein, quand on est en fight or flight, donc au milieu de son échelle, là, polyvagale, dans cet état de survie, on est en train de se préparer à fuir ou à combattre. Donc c'est pas du tout le moment de se foutre sur le canapé. Pour le corps. Ok, il comprend pas pourquoi est-ce que t'essaierais de te mettre sur le canapé, alors que là, genre, on se prépare à fuir ou à combattre, que je me sens en danger. Ça, encore une fois, tout ça, c'est inconscient. Hein. Mais du coup, l'agitation, elle est dans le corps, on peut la ressentir presque au niveau, enfin, carrément au niveau physique. Cette agitation-là, elle m'arrive encore parfois pendant la semaine prémenstruelle. Dans ce cas-là, je sais que voilà, c'est aussi lié aux hormones. Souvent, c'est des mois où peut-être j'ai un peu moins bien mangé, ou j'ai mangé un peu plus de sucre. Je vais le sentir tout de suite, surtout dans la semaine prémenstruelle. Alors ok, j'accepte avec calme de pas être capable de me poser vraiment. Et du coup, je vais par exemple aller marcher dans la nature, sans être au téléphone, sans podcast, rien, juste moi, le verre, les arbres. C'est une forme de repos. Je cuisine, j'écoute de la musique avec mon mari, je vois des amis. Maintenant, je me connais, donc du coup, cette semaine-là, j'essaie vraiment de privilégier le repos actif. Parce que je sais que c'est plus difficile pour moi d'être dans une forme de repos, ce qu'on entend par repos à 100%, ok ? Donc je privilégie le repos actif, c'est ok pour moi, pour le moment. Parce que voilà, je sais ce qui est à l'œuvre, même si je continue à travailler à encore plus d'équilibre. Et pour ça, je travaille vraiment constamment avec les parties de moi aussi. Donc je check en permanence. Je vais faire cet épisode sur l'IFS, c'est promis. Mais j'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode sur la critique intérieure. Donc je check en permanence si c'est le self, ok, le vrai moi, qui lead, ou si c'est mes parties protectrices. Du style, ce besoin de faire quelque chose là sur l'ordi. Est-ce que je le fais parce que j'estime que c'est vraiment important et que ça va me porter en avant et que ça va nourrir mon activité, ou juste parce que c'est la peur de rien faire et la culpabilité de pas travailler. Ou ce livre-là que je vais lire, c'est parce que j'ai vraiment envie d'apprendre, ou c'est parce que mes managers, ils veulent pas me laisser m'arrêter, ils me disent t'en fais pas assez, tu t'as pas assez de connaissances, non. Vous voyez, donc toujours je travaille, ok, est-ce que c'est vraiment mon self ou est-ce que c'est les parties protectrices de moi ? Et quand c'est les parties protectrices de moi, je ne fais pas. Parfois, j'y arrive pas à pas faire, ok ? Mais maintenant, je connais très bien les parties de moi, donc j'arrive à dialoguer avec elles, avec patience, même parfois avec humour, et je vais leur dire « Bon, tu m'énerves, là. J'avais dit que je me reposais aujourd'hui. » Et c'est pas grave, je vais trouver une forme de repos actif, où je vais faire la chose. Voilà, mais j'essaie vraiment de faire ce check-in, ok ? Donc vous voyez, c'est un travail constant. Je vais aller à l'intérieur et je vais me demander « Pourquoi est-ce que je dois absolument travailler maintenant ?» Et les parties de moi, mes managers, elles vont dire quelque chose comme sinon t'as aucune valeur, tu sers à quoi ? Elle est où ta contribution ? Tu fais que consommer les ressources de la planète sans rien apporter ? Ce genre de choses. Elles vont loin, hein, les parties de moi. Donc voilà, mais je dis ok, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est à l'œuvre là ? Et du coup, je leur dis ok, pas de souci, j'ai entendu, mais je gère. Vous allez voir, on va faire ça avec calme, ou on va pas le faire justement, on n'a pas besoin de travailler là maintenant tout de suite. On a dit qu'on allait se reposer. On va se reposer pendant juste une demi-heure ou une heure et vous allez voir, on va pas mourir. Je gère. Ça, c'est le dialogue, ça, c'est le travail. Et j'ai commencé vraiment à guérir en me demandant pourquoi. C'est vraiment ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pourquoi est-ce que je me crée des journées sans une minute de pause ? Pourquoi est-ce que je me mets si facilement en colère contre mon compagnon alors même que je regrette après ? Pourquoi est-ce que je râle en permanence ? Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin irrépressible de me défouler ?
Commencez à remarquer, commencez à poser la question, à remarquer, sans jugement, commencez à vous demander pourquoi. Ça, c'est la première étape. Mais c'est juste la première étape. Pourquoi est-ce que juste prendre conscience, ça suffit pas? Faut pas s'arrêter à l'étape d'observation, parce que c'est presque encore plus frustrant en fait. Ok, maintenant j'ai conscience de tout ça, j'en fais quoi? On l'a dit, le cerveau il déteste le changement. Donc mon exemple, celui que je raconte souvent, c'est quand j'avais une vingtaine d'années, là, c'était quand, 21 ans, 22 peut-être, un truc comme ça. J'avais conscience de tout, j'avais fait 2 ans de psychothérapie avec un psychiatre et tout, alors je pouvais raconter tous mes traumas, tout était très logique, il y avait du lien et tout, mais j'étais toujours aussi anxieuse. C'était plus ou moins inutile. Enfin, il y a eu clairement 90% des séances de psy qui étaient inutiles. J'étais dans la phase de « ok, je sais mieux, mais je ne fais pas mieux ». Pourquoi ? Parce que j'étais coincée dans un corps complètement dérégulé. Ce fameux corps de trauma, en fait. Un corps dérégulé. Quand on parle de dérégulation du système nerveux, c'est ça, en fait. C'est tous ces voies neuronales qui sont pas les bonnes, ou celles qui sont renforcées, en tout cas, qui sont pas les bonnes. Tout ce cocktail chimique d'émotions où j'essaye tout le temps de matcher ma biochimie interne, no matter what. Même si j'ai conscience de tout, en fait, il y a tellement plus d'équilibre dans tout ça que rien ne change. Donc la guérison, c'est vraiment d'éplucher l'oignon de tous nos mécanismes d'adaptation. Okay. Et ça va beaucoup plus vite en passant par le corps. Parce que vous savez quoi ? Breaking news, le système nerveux, il est dans le corps. Même si on ne le voit pas. Donc, passez par le corps. Faites-vous accompagner par des personnes qui pratiquent des modalités somatiques, ok, qui passent par le corps. J'ai fait un post Instagram là-dessus, justement, avec toutes ces thérapies somatiques qui passent par le corps. Il y a l'hypnose, il y a le MDR, il y a le soma, il y a le breathwork, le yoga, même il y en a plein. Trouvez ça et passez par le corps. Commencez à réguler votre système nerveux. Ayez ce dialogue avec les parties de vous et commencez à montrer à votre système nerveux, à vos parties de vous que vous gérez, que tout va bien, que vous voyez ce qui est à l'œuvre, vous voyez aussi pourquoi ça a été utile, vous les remerciez parce que ça permet à votre système de fonctionner, mine de rien, tout ça. Mais là, maintenant, c'est bon. C'est plus elles qui conduisent, c'est plus elles qui sont au volant. Vous les mettez dans le siège passager et vous avancez. J'espère que cet épisode a été utile. J'ai vraiment une requête pour vous, s'il vous plaît. Envoyez ce podcast à toutes les personnes qui comptent pour vous. L'addiction émotionnelle, c'est quelque chose de très fréquent, parce que, moi je le répète tout le temps, on est presque tous traumatisés, qu'on le veuille ou non. On est des traumas sur pattes, ok ? C'est important. Donc envoyez-le, partagez-le, et moi je vous retrouve la semaine prochaine.